Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous voir une nouvelle fois avec un nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler de l'accident vasculaire cérébral. Donc, ce cours, j'ai voulu le faire en deux parties. Donc, dans la première partie, on va parler sur la physiopathologie et les étiologies de l'accident vasculaire cérébral. Et en deuxième partie, je vais parler du territoire vasculaire, les aspects sur l'imagerie de l'AVC et voir les indications de thrombolyse. Donc, on commence à la barakatillah. Donc, l'AVC, donc, il est caractérisé par survenue brutale de déficit neurologique focal. Donc, il y a une augmentation de la survenue de l'AVC à cause notamment de vieillissement de la population. Donc, les patients qui ont subi l'AVC, un quart ont eu des récidives. Donc, 75% des cas sont surtout les sujets âgés plus que 65 ans, mais peut survenir aussi chez les jeunes à cause du syndrome antiphospholipidique. Donc, c'est une pathologie qui est fréquente et grave. Donc, c'est une urgence médicale et plus ou moins chirurgicale. Donc, l'AVC peut être plusieurs causes, ou bien plusieurs origines, donc notamment l'ischémie de artérielle qui représente 80% des cas. Et dans ce cas, l'AVC peut être constitué, on parle de l'infarctus, ou bien transitoire, on parle d'accident ischémique transitoire. Deuxième cause, ce sont les hémorragies, et représentent 20% des cas. Et une autre cause qui est très rare, c'est les thromboses veineuses cérébrales. Donc, une fois on a suspicion de l'AVC, il faut réaliser en urgence l'imagerie, soit le scanner, soit l'IRM, mais gardez en tête que l'IRM reste beaucoup plus performante que le scanner, mais le scanner, il est plus accessible et moins coûteux. Donc pour le scanner, il est très performant pour séparer entre lésions hémorragiques et lésions ischémiques, mais l'IRM peut le faire aussi avec des séquences comme la susceptibilité magnétique. T2 étoile et SWAN peuvent aussi visualiser très bien les hémorragies, mais la TTM reste plus performante. Donc, l'imagerie va nous aider à faire quoi? Première chose, il peut indiquer l'étendue de la lésion, nous montrer le territoire ainsi que l'artère lésée, le mécanisme d'AVC, est-ce qu'il est hémorragique ou bien ischémique, et définir le stade, est-ce qu'il est réversible ou non. Donc, c'est très important parce qu'on va voir ou bien classer les patients qui vont bénéficier de thrombolyse et les autres non. Donc, concernant la physiopathologie, on va prendre comme exemple l'AVC ischémique parce qu'il est plus répandu. Donc, lorsqu'il y aura une occlusion artérielle, ça va provoquer une souffrance de paroxysme cérébral en aval de l'occlusion, ce qui va aboutir à l'ischémie cérébrale. Et si cette entité n'est pas traitée, donc l'évolution va être vers l'infarctus. Donc l'infarctus, il est caractérisé par présence de deux zones, une zone centrale et une zone périphérique. Alors, la zone centrale, c'est où il y a une installation de nécrose de façon immédiate et qui est non réversible et responsable des séquelles neurologiques. Et une zone périphérique, donc il y a une zone centrale et une zone périphérique. Là, c'est une zone qui est réversible s'il y a rétablissement de DP et s'il est cible de traitement d'urgence. Donc, comme vous voyez sur ce schéma, donc on a la survenue d'un AVC. Donc là, il y a une infarctus avec une zone centrale, séquelaire, et une zone périphérique qu'on appelle zone de pénombre. Donc là, il est réversible. Donc si on ne traite pas cette condition, vous voyez, l'évolution va être par augmentation de la zone centrale et la zone périphérique va être toute petite.
Donc, concernant l'AVC ischémique, donc, il y a deux mécanismes. Donc, il y a une occlusion artérielle qui est la plus fréquente par événement thrombotique ou bien thromboembolique, et on va voir ça plus tard. Et il peut avoir un effet hémodynamique, il est plus rare, donc il peut être régional systémique. Le systémique, l'exemple typique, c'est patient avec arrêt cardiaque. Et le régional, c'est par dissection ou bien vasospasme des artères cérébrales. Une petite remarque concernant le mécanisme hémodynamique. Donc, l'infractus du mécanisme hémodynamique se caractérise qui siège au niveau zone jonctionnelle en deux territoires parce qu'il y a perfusion de dernier près. Donc, on va entamer les étiologies les plus fréquentes de l'AVC. Donc, on a AVC ischémique qui représente 80% et AVC hémorragique 20%. Concernant les AVC ischémiques, plusieurs étiologies peuvent être en cause. Donc, il y a l'athérosclérose, le plus prédominant. Il y a AVC dite lacunaire. Il y a des embolies cardiaques et, et autres causes euh, dont on va citer plus tard. Donc, on commence par les macroangiopathies. Donc, les macroangiopathies comprend, première chose, l'athérosclérose. On va parler du mécanisme de l'athérosclérose ou bien mécanisme avec lequel l'athérosclérose va former l'AVC. Donc, on a trois mécanismes. Donc, le premier mécanisme, il est thromboembolique. Ça veut dire qu'on a une plaque d'athérome qui est installée et peut être un peu rupturée. Cette plaque peut être rupturée, ce qui va aboutir à la formation de thrombus. Et ce thrombus peut migrer vers la circulation sanguine cérébrale et faire l'occlusion d'une artère distale. C'est le premier mécanisme et le plus fréquent. Donc, le deuxième mécanisme, c'est thrombotique. Ça veut dire notre plaque d'athérosclérose ne va pas migrer, mais il va juste diminuer le calibre de l'artère et il va faire l'occlusion de façon mécanique, si vous voulez. Et puis, on a un mécanisme hémodynamique. Il est plus rare lorsqu'il y a une artère touchée par l'athérosclérose et par un effet hémodynamique, c'est un vasospasme ou bien hypotension. Cette artère va diminuer de calibre et va se plaquer contre la plaque. Il va causer des l'AVC. Donc, il faut noter que la localisation la plus fréquente de l'athérosclérose, c'est au niveau de la bifurcation de l'artère carotide oméine. C'est pour cela qu'il faut réaliser systématiquement l'imagerie des vaisseaux du cou. Donc, vous voyez ici, c'est l'angioscanner. On voit bien notre artère carotide commune, l'artère carotide externe, l'artère carotide interne. Et vous voyez ici, il y a un rétrécissement au niveau de la bifurcation. Ici, on a aussi l'angioscanner, donc l'artère carotide primitive, l'artère carotide externe, l'artère carotide interne. Et on a aussi un rétrécissement, ce qui évoque plaque d'athérome. Donc, il faut noter que lorsqu'on réalise l'imagerie, il faut calculer le scanner de Nasset. Ce score de Nasset, donc, on fait le rapport, bien on calcule le rapport entre le diamètre de l'artère sténosée, on dit le A, et le diamètre normal de l'artère quand euh, n'est pas diminué de taille. L'intérêt de ce score, c'est de poser l'indication formelle à la thrombectomie. Léoma, donc elle a l'AVC avec présence de sténose homolatérale supérieure à 170%, mais moins de 100%. Parce que c'est sténose complète de la carotide et il n'y a pas de bénéfice à la revascularisation. Ici, c'est un autre exemple. Donc, on a l'angioviré qui montre une sténose de la carotidien très serrée qui apparaît en vide signal. Donc, on ne visualise pas l'artère. Ça évoque l'athérosclérose. Ici, il y a presque un sténose presque complet.
On passe à la deuxième étiologie des macroangiopathies, c'est la dissection carotidienne. Donc, il se voit surtout chez les jeunes, environ 20% des cas. Euh, il est caractérisé par le développement d'un hématome de la paroi de l'artère via la formation de feux chenants. Ça va aboutir, première chose, à la sténose et deuxième chose, au risque de formation des emboles qui vont migrer après. Les origines sont multiples. Donc, en premier, c'est peut-être post-traumatique suite à l'hyperextension cervicale et peut-être aussi une maladie du tissu conjonctif en syndrome de Ehlers-Danlos. Et la carotide touchée, c'est surtout la partie extracrânienne. Concernant l'imagerie, il faut réaliser la séquence TANF. C'est quoi la séquence TANF? C'est une séquence pondérée en T1 où le son va circuler, circulant, va apparaître en hypersignal. Ça veut dire qu'on va visualiser le flux sans faire l'injection de produits de contraste. En cas de section carotidienne, on va voir qu'il y a un manque d'un vaisseau. Une autre séquence qui est très intéressante, c'est la séquence T1 FATSAT, où on va supprimer l'hypersignal de la graisse. On va visualiser l'hématome pariétal artériel qui va apparaître en hypersignal, en croissant autour du lumière, qui est plus ou moins bien visible. L'autre séquence, une séquence de diffusion qui va montrer l'hématome en hypersignal, arrondi ou bien en croissant. Et angiographie, qu'on va voir tout de suite, qui va nous montrer l'image en arrêt enflammé. Donc oui, ici, c'est notre séquence T1 FATSAT. Donc il y a suppression du signal de la graisse. On voit deux carotides. Donc ce qui est en noir, c'est la lumière de la carotide. Ce qui est en hypersignal, c'est pariétal, c'est notre hématome interpariétal en croissant. Donc, il y a ici une dissection qui est bilatérale. Là, c'est une angiographie. Donc, c'est notre carotide primitive et notre carotide externe, carotide interne. Vous voyez ici que le flux il est très diminué plus en remontant, ce qui indique qu'il y a une sténose ici. Et vous voyez que même le calibre de l'artère est un peu augmenté. Ça peut être dû à l'hématome. Vous voyez, ça nous donne un aspect comme une bougie euh, litrinera. Ça donne cet aspect-là. Et on a une autre entité qui est plus ou moins rare, c'est le syndrome de vasoconstriction réversible et le vascularite. Alors, concernant le syndrome de vasoconstriction réversible, cliniquement, il y a une céphalie en coup de tonnerre et avec un sténose des artères intracrâniennes. Les causes sont multiples, donc la prise sélective de la sérotonine, utilisation des vasoconstricteurs nasaux et de l'utilisation de cannabis. Alors, on fait sur l'imagerie le syndrome de vasoconstriction réversible et vasculite presque identique. La chose qui va faire la différence, c'est que dans le syndrome de vasoconstriction réversible, il y a une normalisation de l'imagerie 3 mois après l'arrêt du facteur causant. C'est de 1. Et une autre imagerie qui va faire la différence, c'est le Wall MRI, qui va nous montrer la prise de contraste de la paroi artérielle en cas de vascularité. Donc là, c'est une angiographie par résonance magnétique. On voit un rétrécissement luminal artériel, particulièrement à droite. Vous voyez qu'il y a des vaisseaux qui sont très fins, mais aussi à gauche et sur les deux territoires, antérieur et postérieur. Là, c'est une angiographie. Donc, vous voyez que les calibres des artères sont un peu diminués et que même la prise de contraste est fine. Donc, on injecte de l'imodipine, qui est un agent vasodilatateur, et on voit qu'il y a une réversibilité et changement de calibre
après injection de ce vasodilatateur, ce qui indique le caractère réversible euh, de cette maladie. On a aussi des AVC lacunaires. Il représente 25% des ischémies. Euh, il est touché ou bien causé par deux pathologies. Donc, il y a hypohyalinose qui est liée à l'HTA, où il y a épaississement des artères par substance hyaline. Il y a aussi athérosclérose des artères profondes perforantes, qui sont des artères distaux et de petit calibre. Donc, ça va indiquer que l'infarctus va être profond et de petit calibre. Il est moins de 20 mm de diamètre et localisation de prédilection, c'est le noyau gris central, la capsule interne, notamment le bras postérieur, le pont ou bien la protubérance. Sur l'MRI, on aura sur les séquences T2 et flair hypersignal si l'AVC lacunaire est récent. Hyper T2 et hypo T1 si AVC lacunaire est ancien. Et sur l'imaging diffusion, ce qui est caractéristique de tous les AVC, c'est qu'il y a une restriction, ça veut dire qu'il va apparaître hypersignal. Alors, ces AVC lacunaires peuvent être confondus avec des autres espaces vides, comme les espaces de Virchow-Robin périvasculaire élargi. Alors, c'est quoi l'espace de Virchow-Robin? Ce sont 10 extensions de l'espace subarachnoïdien qui va accompagner les vaisseaux pénétrant le parenchyme cérébral. On va voir les images par la suite. Donc, c'est là une séquence de diffusion qui nous montre l'hypersignal. Ça veut dire qu'il y a une restriction de diffusion qui est de petite taille, localisée en région profonde, thalamique, qui nous va faire penser à l'effet lacunaire. Là aussi, un scanner sans injection nous montre hyposignal, euh, hypodensité, la région thalamique gauche. Ça va évoquer l'effet lacunaire aussi. Donc là, on a ici un scanner sans injection. On voit ici une hypodensité qui siège profonde. Il faut noter que cette hypodensité est bien densité très identique au liquide céphalo-rachidien. Après, on va faire les séquences T2 et flair et on va trouver euh, que ces signaux il est très identique au liquide céphalo-rachidien. Et c'est au niveau de la commissure antérieure. Ces éléments-là sont très évocateurs de l'espace de Virchow. Là aussi, on a imagé par exemple magnétique. Donc, on trouve des lacunes des noyaux centraux et signal il est identique à celui de liquide céphalo-spinal. Donc, on a T2, on trouve l'hypersignal comme celui-là, de liquide céphalo-rachidien. Sur flair, on a l'hyposignal comme celui de liquide céphalo-rachidien. Et sur le terrain, on a l'hyposignal. Ça va nous faire évoquer que ce n'est pas une AVC lacunaire, mais c'est espace de Virchow. On a autre cause de AVC ischémique, c'est cardiopathie embologène. Gardez en tête que sont souvent responsables d'atteintes multiterritoriales et une cause des AVC à localisation cortico-sous-corticale. Passe maintenant à l'AVC hémorragique. Et concernant l'AVC hémorragique, il faut faire la différence entre deux entités, entre l'angiopathie amyloïde et l'angiopathie hypertensive. Alors, concernant l'angiopathie hypertensive, il touche les artères perforantes qui vascularisent les noyaux gris centraux. Ils donnent, ou bien comme les AVC lacunaires, ils ont une topographie profonde avec saignement au sein des noyaux gris centraux. Et sur séquence de sensibilité magnétique T2 étoile, on trouve des petits points noirs qui sont alors causés par des microsaignements.
un syndrome microblide. Pour l'angiopathie amyloïde, là, il touche les vaisseaux artériels, sont de topographie superficielle, cause des hématomes lobaires et souvent associés à maladie d'Alzheimer. Et sur l'imagerie de susceptibilité magnétique des deux étoiles, on trouve aussi des microblites, mais qui sont superficielles. Et pour faire le diagnostic d'angiopathie amyloïde, on a des critères de Boston qui disent qu'il faut avoir un âge supérieur à 55 ans, pas d'autres causes expliquant le tableau clinique, et au moins deux lésions superficielles, microblites, hémorragie lobaire et hémorragie sous-arachnoïdienne d'Ansio. Donc ici, son exemple, l'imagerie de microangiopathie hypertensive. Là, on a scanner sans injection, on trouve hyperdensité spontanée localisée profondément au sein du noyau gris-central. Ça fait évoquer une microangiopathie hypertensive. Et sur T2 étoile, on trouve des petits points noirs sans localisation profonde, sont des microblites. Pour angiopathie myélite, scanner sans injection trouve un hématome lobaire superficiel, le mot-clé qui est superficiel, et sur T2 étoile, on voit des petits points noirs, localisation superficielle sont des microblites superficiels. Alors, on a aussi les autres causes des AVC hémorragiques, c'est malformations vasculaires. Donc, j'ai déjà fait une vidéo détaillant ces deux entités, si vous voulez le voir. Là-bas, j'ai démontré les images et aspects radiologiques de chacune. Ici, on va faire un petit rappel sur ça. Donc, on a des garder en tête qu'il y a un anévrisme artérien qui est la plus fréquente. C'est la cause la plus fréquente des AVC hémorragiques. On a une malformation artério-veineuse. Alors, l'anévrisme artériel est caractérisé par une dilatation saxiforme dans 97% des cas qu'on appelle barré-anévrisme. Elle touche surtout la circulation antérieure dans 90% des cas et c'est surtout au niveau des zones d'implantation sur l'artère. Sur l'angioscan et l'angio-IRM, on va voir une image d'addition. Concernant les malformations artério-veineuses, elles sont caractérisées par une communication anormale entre une veine et une artère. C'est une communication qui est désorganisée. Elles sont souvent une localisation supratentorielle et superficielle. Sur l'IRM, on va voir une image de Frobowitt, ça veut dire en hyposignal T2. C'est quoi les caractéristiques de cette communication? C'est un réseau de haut débit. Ce réseau de haut débit est caractérisé par un flux vasculaire important et l'IRM ne peut pas le détecter et qui va apparaître par un manque de signal qu'on voit par une hyposignal T2. Donc là, c'est un scanner sans injection qui montre une hémorragie sous-arachnoïdienne avec une hyperdensité spontanée au sein de laquelle on trouve une hypodensité. Après une injection, on fait que cette hypodensité va correspondre à une hyperdensité, ce qui va nous faire penser à une anévrisme de l'artère cérébrale moyenne. Là, c'est une séquence T2. Donc, on montre un flow voids dans le lobe frontal gauche, évoquant une information cérébrale artério-veineuse. Et sur l'option scanner de constellation 3D, on va voir une carotide interne droite, carotide gauche, avec l'artère sylvienne, les artères cérébrales antérieures et l'artère communicante. Nous, on voit cette image d'édition sur l'artère communicante, c'est notre anévrisme. Et il y a une autre entité, c'est la transformation hémorragique de l'état cérébral. Gardez en tête que toute hémorragie cérébrale spontanée doit nous amener à faire l'IRM cérébral injecté 6 semaines après. C'est quoi notre but? C'est rechercher une tumeur cérébrale sous-jacente qui était asymptomatique et révélée par cette hémorragie.
Donc, une fois qu'il y aura une régression partielle d'hémorragie pour mieux visualiser la lésion, ici au bout de 6 semaines, on va refaire un autre flueur injecté. Il faut garder en tête que les tumeurs primitives les plus à risque de signer sont les cancers rénales et mélanomes. Et on passe à la troisième cause d'AVC, qui est rare, c'est la thrombophlébite cérébrale. Donc, comme j'ai déjà dit, il y a rarement le 2% des cas. Et souvent, on le trouve dans un contexte particulier. Dans 70% des cas, ce sont des postpartum. Donc, il est caractérisé par polymorphisme clinique et radiologique. Et il faut savoir l'évoquer devant le triade céphalée, qui sont d'installation progressive, crise épileptique et déficit neurologique focal. Alors, l'imagerie urinaire elle est polymorphe, caractérisée par des hémorragies lombaires et l'infarctus veineux qui est non systématisé, très important. Il y a odème vasogénique et il y a des hémorragies. Siège souvent thrombofluide et le sinus sagittal supérieur ou bien le sinus transverse. Le scanner sur ces mois va apparaître, va nous montrer une veine hyperdense, ou bien le sinus hyperdense. Et on sait plus, on a un signe de delta, ou bien un petit delta sign. On va le voir sur les images suivantes. Et sur l'IRM, le thrombus va apparaître en use intense en T1 et hypo intense en T2. Et ça va assembler un flow width, c'est un G1 jusqu'à G5. Et il va être hyper intense en T1 et hyper intense en T2 au-delà de G7. Concernant le sinus thrombosé, il va pas être hypersignal en T1 et T2. Et toujours sur l'imagerie, rechercher l'étiologie causale. Par exemple, infection ORL, infection intracrânienne, les causes compressives, notamment le méningiome intracrânien. Là, c'est notre scanner injecté qui montre un AVC hémorragique avec le signe delta. Donc, le signe delta il est en fait multifactoriel. Il est caractérisé ou bien formé à cause de la recanalisation veineuse autour du thrombus, parce qu'il y a un obstacle ici, et il y a formation des collatérales qui vont contourner ce thrombus. Aussi, il y a voie de délégation péridurale et épicissement réactionnel du Durmer à cause du processus inflammatoire. Ici, on voit une hyperdensité spontanée du sinus qui indique qu'il y a un thrombus. Là, on voit le signal de la corde qui indique qu'il y a un thrombus du sinus latéral gauche en scanner sans injection. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas de me les poser dans un commentaire. Comme j'ai déjà dit, la deuxième partie, je vais la poser le plus tôt possible. Et à la prochaine vidéo.